La garde-robe de Frida Kahlo au Palais Galliera, Roméo et Juliette revus et corrigés par Benjamin Millepied, le skate comme œuvre d'art, c'est le programme de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous. Des couleurs vives, des fleurs et des coiffes traditionnelles, le style de Frida Kahlo est devenu une marque de fabrique aussi connue que ses œuvres d'art. Une exposition au Palais Galliera, musée de la mode à Paris, nous montre comment les objets personnels de l'artiste mexicaine racontent son identité singulière. Des trésors placés sous scellés par Diego Rivera à la mort de son épouse en 1954 et découverts un demi-siècle plus tard. Olivia Salazar-Winsper et Jérôme Vassilakos y sont allés pour nous. Elle s'inspirait de son image dans ses tableaux et faisait de sa personne une œuvre d'art. Les autoportraits de Frida Kahlo sont intimes, subversifs et surréalistes, le reflet d'une femme qui cultivait une image peu conventionnelle. Cette exposition au Palais Galliera nous amène au-delà des apparences. Elle montre comment l'influence de l'artiste se répand aujourd'hui dans la mode et dans l'art. Ruth Morelos, bonjour, vous êtes artiste mexicaine. Ici, nous sommes entourés d'objets de la Casa Azul, la maison de Frida Kahlo à Mexico. Qu'est-ce que ces objets nous racontent de ses influences? Cette exposition, en fait, c'est très intéressant parce que ça nous raconte l'histoire d'une femme mexicaine qui est exposée de façon internationale et qu'en plus, tous ces objets, ils racontent l'histoire d'une femme, de son amoureuse, de ses inspirations. Et ça, c'est des pierres, par exemple, que c'est des pierres mexicaines, aussi colombiennes. Par exemple, cette pierre-là, c'est des pierres qu'utilisaient les Aztèques pour la chasse. C'était même elle qui faisait ces bijoux. Frida Kahlo, elle avait une esthétique bien à elle, un peu particulier, sa coiffure, son maquillage, ses vêtements. Qu'est-ce que ces choix nous racontent sur son identité? La mère de Frida Kahlo, elle était partie d'une communauté très importante qui s'appelle les femmes tehuanas. Déjà, elle voulait raconter que sa mère était partie de cette communauté-là, mais aussi représenter les femmes tehuanas. Parce que cette femme, c'est des femmes hyper fortes, avec une personnalité très particulière. Et en plus, c'est les femmes qui ramènent la nourriture et l'argent à sa famille. Les tenues de Frida témoignent de sa vie. Quelques taches de peinture, des brûlures de cigarettes. Il y a également des créations contemporaines qui montrent son influence. Elle connecte avec des créateurs ou des artistes ou de designers de manière très différente. Donc parfois, c'est cette esthétique voilà, qui est devenue une icône, ses fleurs, ses couleurs, ses jupes mexicaines, sa coiffe. Je pense que c'est très important de montrer cette exposition dans un musée consacré à la mode parce que l'apparence est au cœur de cette exposition. Et là, on voit la force des vêtements, de ce que nous on porte pour nous construire, pour nous exprimer, pour nous montrer, pour nous cacher. Mais quelle est son influence sur vous en tant qu'artiste? Moi, je pense que Frida Kahlo, elle m'a montré qu'être mexicain, c'est une chose incroyable. À chaque fois que je m'inspire de Frida Kahlo, je sens cette fierté de montrer les couleurs, les sensations. J'essaie en fait de transmettre mon histoire. Son mariage compliqué avec l'artiste Diego Rivera, sa liaison avec Léon Trotsky, tout transparaît à travers ses œuvres, y compris ses problèmes de santé. Un grave accident à 18 ans l'a obligé à porter un corset médical jusqu'à la fin de sa vie. With these painted corsets,
Ces corsets peints, je les aime vraiment parce que c'est presque comme si vous interveniez et que vous peigniez vous-même dessus, comme un acte de rébellion. Elle a peint dessus et elle en a fait des œuvres d'art et ils sont devenus presque comme une seconde peau pour elle. Elle s'intéressait également à la fluidité des genres, à la non-binarité dans les années 20. Et vous voyez comment elle mélange des aspects d'elle et à quel point elle se sent à l'aise avec son côté masculin et son côté féminin. Elle accentue le rouge à lèvres, elle accentue sa moustache. Son travail était très en avance sur son temps. Frida Kahlo a connu peu de succès de son vivant, mais une de ses expositions a eu lieu ici, à Paris, en 1939. À l'époque, le surréaliste André Breton a décrit son art comme un ruban autour d'une bombe. Et c'est tout l'objet de cette collection, voir le génie qui se cache derrière ce ruban. Et puis après 2 reports pour cause de Covid, le Roméo et Juliette de Benjamin Millepied est enfin à voir à la Scène Musicale près de Paris. Le danseur chorégraphe de Black Swan et époux de Nathalie Portman présente sa version de l'œuvre de William Shakespeare pour un résultat résolument moderne avec l'utilisation notamment de la vidéo pour briser les frontières de la scène. Un spectacle en phase avec son époque aussi. Benjamin Millepied y transcende les genres, imaginant Roméo et Juliette tantôt hommes et femmes ou tantôt du même sexe. On écoute le chorégraphe. Je vois pas ça comme de la déconstruction ou un geste. C'est pour moi vraiment une évidence aujourd'hui de la société dans laquelle je vis, des gens qui m'entourent, de mes danseurs. Avoir des gens différents semble une évidence toute simple. Et puis des surfeurs de la côte californienne aux Jeux Olympiques de Tokyo, la culture de la glisse a fait du chemin. Dans les années 50, le skateboard était considéré comme un jeu d'enfant, mais très vite, ce sport urbain s'est imposé pour devenir un moyen d'expression artistique. Renaud Lefort nous fait découvrir l'exposition parisienne The Art of Skate. Le skateboard, source d'inspiration des artistes, c'est le thème de cette exposition parisienne. Mais avant toute chose, petit rappel historique sur l'origine de cette mystérieuse planche à roulettes. La naissance du skateboard, en fait, c'est le début des années 60, 1 ou 2 saisons avec peu de vent sur les côtes de Californie. Les surfeurs sortent leurs planches qu'ils raccourcissent et des équipes de patins à roulettes. Et ça devient les premiers outils, les premiers skates permettant de rider le bitume. De façon concomitante, 2 ans après, sécheresse, interdiction de remplir les piscines. Ces bowls, ces piscines caractéristiques de Californie avec des formes assez rondes, deviennent des terrains de jeu, les premiers skateparks dont les skateurs s'emparent pour faire des figures et commencer à en faire le sport populaire qu'il a pu devenir à notre époque. Tellement populaire dans les années 70 qu'il est impossible d'oublier les courses-poursuites de Farrah Fawcett dans Drôle de Dame. Ou encore le petit homme jaune le plus connu du petit écran. Les séries et le cinéma l'adoptent, d'autres artistes se spécialisent dans la décoration personnalisée des planches, avec des clins d'œil à Banksy ou à l'univers d'Inky Bilal. Enfin, pas besoin de mettre ses Vans, les chaussures les plus emblématiques de la discipline, pour jouer à l'un des jeux références de cette console. Si on considère que le jeu vidéo c'est une œuvre artistique, je dirais Tony Hawk Pro Skater, qui est sorti en 98 ou 99 et qui a été le premier jeu fait en accord avec des skateurs. Et ça m'a donné plein d'idées pour faire des figures de skate, des enchaînements. Puis on voit ce que ça a donné. Il y a une grosse génération de jeunes qui sont arrivés au skate via le biais du jeu vidéo Tony Hawk. À Gandia, en Espagne, cette photographe française a eu une révélation. J'ai découvert déjà un clan. Il y a vraiment une dimension sociétale dans la pratique du skate. Et donc je trouve que c'est une société quasi idéale. Parce que c'est un groupe, ils sont sauvages mais très tolérants. Tout ce qui est étranger ne l'est pas très longtemps. Ce qui perdure, ce sont les âmes de ces funambules du bitume, selon Sylvie Barco. Il y a dans la partie sombre de la photo ce tag. Il représente Tony, qui est un personnage iconique qui s'est suicidé.
Personne n'en parle vraiment, mais on sent qu'ils sont tous très tristes de cette disparition tragique. Et du coup, ils veillent sur ce skatepark. En déambulant dans les couloirs de cette péniche dédiée à l'art urbain, impossible de ne pas avoir un nouveau regard sur cet objet iconique de la pop culture, désormais et encore longtemps sous les feux de la rampe. Et c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec quelques images d'un documentaire. Le film nous fait découvrir l'Escale, petit cabaret parisien qui accueillit dans les années 60 et 70 les musiciens amoureux de l'Amérique latine. Les derniers témoins de cette époque racontent cet âge d'or de la musique latino-américaine en France. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. El sueño mío era entrar a la Escala. La Escala, ay, yo soñaba. Estaba por fin en el paraíso.